C'est Lolo Débrief Show, j'espère que tu vas bien et que tu te portes très très bien. Le Paris Saint-Germain s'impose aujourd'hui 3-0 face à l'ogre milanais, face au diable de l'AC Milan, but de Kylian Mbappé, but de Kang-in Lee et un dernier but de Kolo Muani. Les Parisiens se rassurent après la défaite face à Newcastle à St James Park et réussissent en tout cas enfin à pourquoi pas trouver la bonne solution. Comme d'habitude, le débrief, j'espère que tu te portes très très bien au moment où tu vas au travail, ou peut-être que tu rentres du travail, ou peut-être que tu es tout simplement tout seul dans ta voiture, dans les transports, n'importe où, bref. Merci de continuer toujours à m'écouter, ça fait toujours plaisir. Comme d'habitude, la composition des équipes. Le Paris Saint-Germain donc a commencé avec Gianluigi Donnarumma au cage, avec Milan Skriniar et Marquinhos dans l'axe. Sur le côté gauche, Lucas Hernandez, à droite, Achraf Hakimi. En 6 bas, Manuel Ugarte, accompagné de Warren Zaïre-Emery et de Machado Vitinha. Et puis devant, on a Kylian Mbappé qui a occupé le côté gauche, Randal Kolo Muani dans l'axe, et sur le côté droit, Ousmane Dembélé. Les Parisiens qui auront commencé le match de façon assez timorée, donc on aura vu un Paris Saint-Germain qui sera un peu retombé dans ses travers. Peut-être est-ce que c'était un manque de rythme, notamment de certains joueurs qui n'avaient pas pu enchaîner. On parle de Manuel Ugarte ou encore de notre milieu de terrain avec Warren Zaïre-Emery qui pour moi a été élu homme du match de ce match, mais qui est vraiment la pépite de ce Paris Saint-Germain et vraiment la satisfaction de ce début de saison au Paris Saint-Germain. Voilà, ça a été assez compliqué en tout début de match, beaucoup de ballons perdus, beaucoup de déchets techniques, là où le Milan AC a essayé, a osé de venir chercher le Paris Saint-Germain. Peut-être que le Milan AC aurait pu continuer à venir nous chercher un peu plus haut, à essayer de nous gratter des ballons un petit peu plus haut, toujours en essayant d'aller vers l'avant, là où le Paris Saint-Germain avait énormément de mal à trouver les espaces et les intervalles pour pouvoir trouver vers l'avant. Donc là on aura vu un Paris Saint-Germain qui aura été assez frileux mais qui se sera rassuré par l'homme en forme du moment. On appelle monsieur Kylian Mbappé, peut-être l'un des joueurs les plus efficaces, peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde, ou si ce n'est le meilleur joueur du monde actuel. On parle de Kylian Mbappé qui nous a fait une recette spéciale, un peu à l'image de mon dernier but que j'ai pu voir au Parc des Princes, puisque oui j'y étais dans cette très bonne ambiance du Parc des Princes au Tribune Auteuil. Un peu comme le but qu'il avait fait contre Leipzig où il avance, il dribble un petit peu puis il ferme son pied comme il a absolument la recette pour pouvoir fermer son pied correctement et allumer le petit filet de Mike Maignan. En tout cas, c'est comme ça que le Paris Saint-Germain aura démarré son match, puis aura enchaîné avec un deuxième but qui aura été refusé sur hors-jeu. On aura pu croire en fait que c'était le dénouement, que c'était la satisfaction, que c'était la délivrance du côté de Ousmane Dembélé, qui malheureusement aura vu son but refusé pour une faute un petit peu juste avant. Et puis au final on a vu Randal Kolo Muani quelques minutes plus tard qui ouvre son pied gauche après un ballon relâché par Mike Maignan et qui vient foudroyer tout simplement les cages du portier français pour conclure le 2-0. Et puis dans les dernières minutes, après un très beau mouvement apporté par Warren Zaïre-Emery qui continue à être bien sûr la pépite de ce début de saison, et vraiment je le souligne énormément, va délivrer un très bon ballon avec une très belle feinte de Gonzalo Ramos, et c'est Kang-in Lee qui va tout simplement mettre avec un très beau plat du pied sur le côté gauche de Mike Maignan. Dans l'analyse des joueurs, alors ça va être assez simple parce que en soi toute l'équipe aura fait un match plutôt correct. Ça aurait été un peu comme un diesel. Le Paris Saint-Germain a commencé de façon sur un très bas régime. On va dire qu'on était à 1000 tours, 2000 tours par minute grand maximum. Puis plus le match a commencé à s'affirmer, plus la difficulté commençait à monter. Et puis on a vu un Paris Saint-Germain qui a montré son autorité au Parc des Princes. Et là on a vu un Paris Saint-Germain avec un milieu de terrain très rayonnant, mais surtout pour moi, je vais parler énormément de lui dans ce podcast, mais Warren Zaïre-Emery doit très clairement postuler en équipe de France. J'ai mis un tweet en tout début d'année, c'était en août dernier, où j'ai annoncé que Zaïre-Emery irait à l'Euro. Si tout va bien, qu'il n'est pas blessé, qu'il n'y ait pas de soucis, Zaïre va aller à l'Euro. Pour moi, c'est sûr et certain. Vous pouvez l'enregistrer, le garder, le noter, l'emballer, le jeter. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Mais pour moi, il va aller à l'Euro. Il a totalement le niveau. Il est incroyable. Je ne comprends pas à quel point. Je ne sais pas en fait qu'est-ce qu'il a mangé pour qu'il puisse être aussi dur physiquement, puisqu'il fait mal aux gens. Il fait mal à des personnes qui sont papas. Et lui,
il pourrait être l'enfant de ces papas-là. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de la dinguerie de ce que c'est Warren Zaïre-Emery quand même. Au final, on aura vu en tout cas un très beau Paris Saint-Germain qui aura été sérieux, qui aura été comme un diesel, donc comme je vous l'ai indiqué, et qui aura montré pas mal de très bonnes choses. On aura vu beaucoup de séquences en deuxième mi-temps avec beaucoup de possession, beaucoup de phases avec énormément de mouvements. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'était sur beaucoup de phases de transition à partir de la 60-70e minute. On a vu parfois beaucoup de moments où l'AC Milan en fait ne pressait plus, était totalement largué, où malheureusement on aura vu aussi un AC Milan qui aura été très très faible, hein, et beaucoup de joueurs qui ont été en dessous de leur niveau, en passant par Théo Hernandez, Raphaël Leao, Olivier Giroud ou encore d'autres joueurs au milieu de terrain. Donc au final une très très faible équipe malheureusement de l'AC Milan, qui n'aura pas retrouvé ses vertus de l'année dernière, qui a été demi-finaliste de la Ligue des Champions. C'est pour ça que bon, le constat est de tout simplement dire que oui, le Paris Saint-Germain a gagné son match de Ligue des Champions face à une bonne équipe de l'AC Milan, mais qui au final n'était peut-être pas aussi bonne ou aussi forte qu'on ne le pensait, puisque voilà, dans le fond c'était assez faible. L'attitude en tout cas de Raphaël Leao vu du stade, franchement est vraiment énormément à revoir. Lui qui est énormément décrié en Italie suite à sa prolongation, puisqu'il avait demandé énormément de responsabilités. Il avait demandé le numéro 10, avoir un gros salaire, oh là là, vous m'avez compris en tout cas, ils avaient demandé à renégocier son contrat. Il l'a eu, et pourtant sur le terrain ça répond pas encore présent, et aujourd'hui on se pose même la question si Raphaël Leao commence ou a en tout cas des références en Ligue des Champions ou dans les grands matchs. Parce que à part quelques mini petits coups d'éclat, et le dernier en date était notamment son accélération foudroyante au stade Maradona à Naples lors de la demi-finale aller, lors du quart de finale aller, en fait on se demande est-ce que Raphaël Leao est encore ou peut être au niveau de certains grands joueurs, notamment on le compare par exemple à des Kylian Mbappé, à des Marcus Rashford ou d'autres et consorts. Au final c'est peut-être pas la même danse. En tout cas ça c'est un autre sujet sur lequel on partira. On va passer un petit peu aux notes, hein. Vous connaissez toujours le contexte. On va parler directement des notes que moi je vais attribuer en fait directement à l'équipe et des commentaires que je peux faire. Donnarumma aura fait un match assez sérieux. Il aura essayé, et même à certains moments je me suis dit bon, avec ces transversales là on avait l'impression que c'était plus lui Maignan et que Maignan était Donnarumma, mais donc on va noter un petit 7, un petit 6-7, oui 6, voilà, les 6-7 ce serait un peu trop, mais 6, il n'aura pas été notamment mis à contribution assez souvent, mais il aura fait tout ce qu'il fallait en tout cas pour pouvoir repousser les offensives italiennes. Dans l'axe on aura retrouvé une défense centrale qui aura été assez sérieuse, qui aura été mise à contribution par un Olivier Giroud qui aura pesé sur le dos de Skriniar. Quand on voit en fait ces deux gars-là en direct au stade se l'envoyer en fait physiquement à tout simplement tiens je te la mets, c'est un peu bizarre de dire ce genre de choses là, mais plus dans le système où les deux physiquement se donnent énormément. Giroud met beaucoup de coups, c'est peut-être pour moi un des meilleurs numéro 9 dos au but sur ces 10-15 dernières années. Et franchement ça doit être très compliqué pour n'importe quel défenseur, même pour celui qui est le plus grand, le plus physique, le plus dur, de se coltiner Giroud pendant tout un match. Franchement je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. En tout cas Skriniar et Marquinhos auront bien géré. Sur les côtés, Achraf Hakimi malheureusement aura été coupé dans son élan. Pourquoi ? Suite à son carton jaune qu'il aura eu en début de match, il aura essayé quand même d'être attentif face aux montées de Leao qui, les gars, vu du stade, Leao c'est très très rapide sur le point de vue accélération, puisque je me disais quand même de prendre de vitesse Hakimi à une ou deux fois, c'est quand même, faut le faire. Et il aura quand même malgré tout essayé d'être attentif, donc on va noter Hakimi pareil avec un 6. Dans la défense centrale aussi on va mettre un 6, et sur le côté gauche
une belle notion de combativité, et je mettrai un 6,5 pour Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, mon petit Manuel Ugarte, on sent qu'en ce moment il y a un petit coup de mou, peut-être physique. Là où moi je donnerais peut-être seulement 5. J'attendais un peu mieux dans la récupération. Il nous a tellement habitués en début de saison à être omniprésent partout et de ne pas le voir partout. Au final, on se dit qu'il est moins bon, mais au fait non, il est parfois même dans un registre où il va être un peu plus dans la passe, un peu plus dans l'anticipation des courses, de couper les lignes de passe un peu plus haut ou un petit peu plus bas, ce qu'il a réussi à faire à quelques moments, et au final ça s'est quand même très très bien débrouillé pour le Paris Saint-Germain, donc je donnerai la note de 5 pour Manuel Ugarte. Sur le côté gauche du milieu de terrain, il y avait Monsieur Machado Vitinha, à qui pour moi je trouve qu'il progresse, qui commence à prendre un peu plus de personnalité sur le terrain. J'ai l'impression que même Luis Enrique essaye de voir en lui, peut-être que je suis un peu trop optimiste, peut-être un peu trop, voire trop par rapport à Silver, je ne sais pas, mais il essaye peut-être de l'utiliser comme un espèce de faux Bernardo Silva, je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que capable d'animer le côté gauche, ce qu'il a beaucoup fait pendant le match avec sa relation avec Kylian Mbappé, mais aussi capable aussi de pouvoir se recentrer dans le milieu de terrain pour apporter une supériorité, pour apporter parfois le nombre dans la récupération, là où Vitinha a énormément de coffres, répète énormément des efforts, est habile techniquement, et quand même sait se débrouiller. Donc là où parfois je lui dirais: lâche ton ballon un petit peu plus tôt pour Kylian, si tu arrives à la mettre en profondeur, il se retrouve facilement en 1 contre 1 dans une position où il peut battre n'importe quel joueur dans la surface ou en dehors de la surface, il faut le lancer. Mais en tout cas je suis très content de ce Vitinha qui continue à s'affirmer dans ce Paris Saint-Germain, et on voit qu'avec le Paris Saint-Germain sans Vitinha et avec Vitinha, on voit quand même parfois quelques petites différences. Donc Vitinha, pour ses efforts et pour ce qu'il aura continué à faire, je dirais que Vitinha, allez, on va lui poser une note de 6 ou 6,5, avec notamment notion encouragement de continuer comme ça. Et ça va être mon 6 à moi. Je sais que Silver, je sais que Raphaël ne seront peut-être pas d'accord, ou peut-être plus Silver ne sera pas d'accord, mais c'est pas grave. On en reparlera bien sûr quand bien sûr ces deux personnes seront disponibles et qu'on pourra analyser encore un peu plus sur un format un peu plus long le Paris Saint-Germain, et notamment tout ce qui peut se passer actuellement. Devant, allez, on va passer sur le côté gauche, Kylian Mbappé, dans ses standards, qui aura... On sent un Mbappé qui est un petit peu plus épuré, qui se sent un petit peu mieux, qui peut-être aussi en train de remonter la pente, de son côté où personnellement ça allait un petit peu moins bien ces dernières semaines ou ces derniers jours. Et on voit un Kylian Mbappé dans ses standards, et dans Kylian Mbappé dans ses standards, c'est minimum un but par match. Et comme je vous ai dit, pour moi, Mbappé à la fin de la saison, il finira avec sa 50aine de buts, qui fera qu'il sera parmi les meilleurs buteurs d'Europe, qui fera qu'il continuera à affoler les statistiques à peine 25 ans, dans bientôt quelques semaines. Qu'en est-il notamment de son classement au Ballon d'Or? Ça, on le saura aussi dans quelques semaines. Et bien sûr, je vous invite à rester très à l'affût, puisqu'on va faire un débat assez long, assez cool sur le Ballon d'Or, et ça va arriver très 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 rapidement. En tout cas, je vous tiens très rapidement au courant sur ça. Donc Mbappé, bien sûr, dans ses standards. Moi personnellement, Mbappé comme ça, que je vois jouer simple et qui est efficace et qui fait même danser un Tomori, quand même un très bon défenseur en Serie A, pour moi ça mérite un 7. Donc voilà, Mbappé 7 dans le match, et j'ai beaucoup aimé. On va passer de l'autre côté à Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, par contre, je l'aurais trouvé... J'étais tellement content quand il a marqué son but, mais j'étais tellement pas content quand je vois sa première mi-temps, parce qu'il a tout raté en fait. Il a tout raté sur le point de vue technique, sur le point de vue des déchets, avec la passe où il n'aura pas été bon, dans les choix où il aura raté beaucoup de ballons. J'ai pas du tout aimé ce Ousmane Dembélé. Contrairement à Strasbourg où il avait fait une rentrée fracassante et t'avais l'impression qu'il avait envie de manger n'importe quel défenseur en face de lui, et là j'avais l'impression que un peu comme un diesel, on dirait qu'il avait peut-être un manque de rythme, peut-être. Est-ce que c'est le fait de ne pas être titularisé contre Strasbourg qui lui a manqué un peu dans l'aile? On sait que Ousmane Dembélé a aussi un corps fragile, donc il faut savoir le gérer, et Luis Enrique essaie de le faire aussi en le sortant ou en alternant avec des Barcola, avec des Gonzalo Ramos, avec l'entrée notamment de Kangin Lee. Donc Dembélé, moi j'ai beaucoup aimé, mais je m'attendais quand même un petit peu mieux quand même de Dembélé. Donc rien que pour ça, allez, je vais donner la note de 5. Je vais donner de la note de 5, je vais être même 5, voire même 4,5, parce que je vais être assez sévère
C'est un des matchs que j'ai pas forcément aimé d'Ousmane Dembélé, où là où d'habitude il nous fait kiffer en fait tout simplement avec ses prises de position, ses débordements sur le côté gauche, sur le côté droit, où il va beaucoup faire de mal à toute la défense. Là j'ai eu du mal, on a pris du temps à le voir et quand on a commencé à le voir, c'était au moment où il commençait à sortir, donc ça a été assez compliqué. Et puis dans l'axe, un Randal Kolo Muani. Alors, Randal Kolo Muani, moi je vais toujours continuer à dire en fait que Randal Kolo Muani, je reste dans le train. Je reste dans le train. Euh, pour moi, il faut lui laisser du temps. Mais pour moi, ce n'était pas le match où il fallait qu'il soit titulaire. Euh, Même si son but aura fait en sorte qu'il ait fait une prestation moyennement bonne, puisque j'ai beaucoup aimé les efforts qu'il a fait, j'ai beaucoup aimé les replis défensifs, j'ai beaucoup aimé les pressings vers l'avant, aller harceler la défense avec Thio et, euh, et Tomori. Euh, j'ai beaucoup aimé dans la capacité qu'il a eu à faire, notamment aussi son placement sur le deuxième but, puisque c'est un but de renard de surface, hein, donc il est resté attentif. Et au final, moi je suis très content, pas de son match, mais de son investissement. Je ne suis pas content de son match parce que dans la qualité technique, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas aimées, mais pour moi, c'est on l'a utilisé dans un profil où c'est Gonzalo Ramos qu'il fallait utiliser. C'est-à-dire que quand il fallait le trouver dos au jeu et qu'il puisse garder le ballon pour pouvoir faire monter un bloc, etc., c'est Gonzalo Ramos qui est capable de le faire. Pas forcément Randal Kolo Muani. Randal Kolo Muani, il faut lui demander de courir, d'être dans la transition, d'avoir de l'espace devant lui, d'avoir du champ devant lui pour pouvoir avancer, dribbler, provoquer avec son ballon, ce qu'il a pu faire à certains moments dans le match. Mais de faire ce genre de choses-là, non, c'est trop soumis aux déchets. Et là où il y a eu la rentrée notamment de Gonzalo Ramos, et c'est comme ça que je vais faire la transversale, en fait on a vu l'impact en fait de Gonzalo Ramos dos au jeu, et pour moi je continuerai même à maintenir que Randal Kolo Muani doit rentrer d'abord dans une rotation, et actuellement c'est Gonzalo Ramos qui doit être titulaire indiscutable. Voilà. Si je dois faire une compo là aujourd'hui, à l'instant T, là on est en fin octobre, très clairement la compo en fait serait de mettre Gonzalo Ramos titulaire et de pas mettre Randal Kolo Muani titulaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut que Gonzalo Ramos puisse prendre le temps. Gonzalo Ramos a eu un passé où il était au Benfica et il était formé en tant que numéro 10, à l'image de même pas de son but, j'allais dire de sa passe décisive, de sa demi-passe décisive, puisque pour moi la feinte qu'il fait lors du centre de Warren Zaïre-Emery sur le troisième but de Kang In Lee, c'est quasiment considéré comme une passe décisive, c'est qu'il la laisse passer en faisant croire qu'il allait frapper, donc ce qui fait que ça attire un défenseur, et puis derrière en fait Kang In Lee était tout seul quasiment presque au point de pénalty, il a le temps d'assurer son plat du pied gauche pour pouvoir la mettre dans le petit filet, et franchement ça démontre toute l'intelligence que Gonzalo Ramos a et a acquéri en tant que numéro 9 depuis des années, et qu'il a ce métier en tant que numéro 9, là où Randal Kolo Muani, il faut peut-être qu'il l'apprenne encore. Et dans la capacité technique, pour moi je serais un peu plus content d'avoir un Gonzalo Ramos qui puisse être dans l'axe et qui surtout prendrait énormément de place à optimiser et à occuper la défense centrale, et qui donnerait énormément d'espace à Kylian Mbappé et à Ousmane Dembélé pour pouvoir exploiter ses côtés. Un peu comme à la manière en équipe de France où Giroud prend énormément de place à prendre les deux défenseurs centraux, et puis en fait il laisse totalement Dembélé et Mbappé comme à la Coupe du Monde, où les mecs en fait ils s'amusaient pendant les matchs de poule, ils s'amusaient contre l'Angleterre, enfin on a senti vraiment ce genre de choses là. Et moi je pense que Gonzalo Ramos, il faudrait l'utiliser dans ce système là, c'est-à-dire de le mettre tout seul en numéro 9, de mettre Dembélé à droite et Mbappé à gauche, et après d'être très très bien, d'être très très bien, et de continuer d'aller vers l'avant, et surtout avec la confiance, avec les buts, avec les situations qui vont continuer à se provoquer, il va y avoir la confiance qui va rentrer et les buts vont s'enchaîner. Mais voilà, après tout ça c'est le coach qui va décider, mais ça en tout cas ça n'est que mon point de vue. Je vais parler très rapidement des rentrées. Donc Kang In Lee qui est rentré en deuxième mi-temps, beaucoup aimé sa rentrée sur le côté droit, on a vu que techniquement c'est très fort.
qu'il a beaucoup envie aussi de rentrer dans l'axe pour pouvoir combiner, échanger, donc d'où peut-être l'utilité de pouvoir l'utiliser dans l'axe à la place peut-être d'un Vitinha, ou dans un autre système où par exemple on sécuriserait notre milieu de terrain avec un jeu à 4 et 2 attaquants véritables, notamment Mbappé et Gonzalo Ramos, ou peut-être Randal Kolo Muani. Et ben au final, moi j'ai trouvé que ça c'était quand même très bien en fait. Il a fait une très bonne rentrée, elle a été récompensée par son but qui est beau. Il aura fait danser Théo Hernandez sur son côté, donc ce qui n'est pas aussi facile face à un latéral qui est aussi fort, mais qui n'a pas été fort malheureusement dans son jour. Mais il aura fait quand même beaucoup de mal. Et c'est ce Kangin Lee là que j'aime et que j'attends et que j'attendais. C'est ce Kangin Lee où, prise de balle, tu te lèves, tu cries à la manière d'un match de Régional 3 ou de Régional 2 ou Régional 1 ou National 2, National 3. Entre Sarcelles et Leblanc-Ménil, et tu vois un geste et puis là tout le monde enfin bref, vous connaissez un petit peu la chose pour ceux qui ont fait du football ou pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre ce genre de match. Bon, en tout cas c'est ce qui s'est passé un petit peu sur ça. Et puis la dernière chose qui est une des plus importantes, eh ben oui, c'est l'entrée de Fabian Ruiz. Et ben Fabian Ruiz, j'ai trouvé très intéressant techniquement. On sent qu'il prend de la confiance. Je pense que la sélection nationale avec l'Espagne, avec la Jora, a fait énormément de bien sur le point de vue mental, sur le point de vue physique, puisqu'il a pu enchaîner là où il n'était pas forcément titulaire au Paris Saint-Germain. Et en fait, on est en train de le récupérer en très bonne forme. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé sa rentrée. Techniquement, tactiquement, défensivement, dans les espaces, dans les passes. Il aura fait beaucoup de bien. Là où, par exemple, un Ugarte aura été un peu plus en dedans. Donc au final, on est très content de la rentrée de tonton Fabian Ruiz. Donc voilà. En tout cas, le Paris Saint-Germain s'impose 3-0 au Parc des Princes. Belle notion encore une fois. Et beau big up encore au collectif Ultra Paris qui aura fait un très beau tifo avec Jean-Paul Belmondo, notamment, qui était en train de viser le diable milanais. Le Paris Saint-Germain donc s'impose 3-0 à domicile, se relance dans ce groupe là où il est premier seul pour l'instant à 6 points dans ce groupe. Prochain match, ça va être tout simplement le déplacement à San Siro, en espérant que du coup ça se passe aussi bien, mais il va falloir affronter la Courva Sud, affronter l'ambiance de San Siro, là où ils vont vouloir se racheter devant leurs supporters aussi, donc à voir comment ça peut se passer. On a vu que à jouer à l'extérieur pour le Paris Saint-Germain, c'était pas forcément si facile que ça non plus en Ligue des Champions. Donc à voir. Prochain match donc contre le Milan AC à San Siro. Et puis après derrière, les choses vont s'enchaîner assez rapidement avec le déplacement à Dortmund et la réception de nouveaux châteaux, a.k.a. Newcastle. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Lauriel Bemba sur Instagram ou sur X aussi, ou Lolo Débrief Show, tout accroché, tout en minuscule sur Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre, n'hésitez pas à venir me voir. Oui, Lauriel, j'aimerais passer dans les débats, j'aimerais parler, j'aimerais intervenir, etc. Je suis disponible et je suis là pour vous. En tout cas, merci de me suivre et merci de continuer à partager ces podcasts, à me donner de la force, etc. etc. Merci pour tout, merci à vous de m'avoir suivi, prenez soin de vous et on se voit très rapidement. J'ai dit, les prochains sujets, on va parler du Ballon d'Or, on va parler d'épisodes hors série et on parlera de choses qui se passent dans le monde, peut-être ou pas, de la société, peut-être ou pas. On va parler de plein de choses en tout cas. Il y a plusieurs podcasts qui vont arriver dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Prenez soin de vous d'ici là. Ciao, ciao.